Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Advocate. Je m'appelle Valentin Tonti-Bernard et j'ai décidé de créer ce podcast pour vous permettre de découvrir la vraie vie des avocats. Quel est leur parcours, quelles sont leurs activités, mais surtout, quel est leur business. Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié aux cabinets d'avocats. Notre objectif est de permettre aux avocats d'atteindre leurs ambitions en utilisant les méthodes de l'entreprise appliquées à la spécificité des cabinets d'avocats. Et concrètement, ce qu'on fait, c'est de la formation business, du coaching business ou encore des missions de conseil en stratégie à l'intérieur des cabinets. Si vous souhaitez découvrir un petit peu nos travaux, je vous invite à vous rendre sur www.anomia.fr, rubrique ressources, boîte à outils, pour découvrir l'ensemble des guides que nous avons pu réaliser sur le développement commercial, sur l'acquisition digitale, sur le recrutement, sur le management et sur beaucoup d'autres sujets. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode du podcast, j'ai le plaisir de recevoir Maître Anne Vauchet. Anne a été la directrice de TAJ au niveau français. Elle intervient aujourd'hui dans le cabinet d'avocats qu'elle a créé avec son associé, le cabinet ASBV. Dans cet épisode, elle vous parle de son parcours, de son activité, de son implication au sein de la profession. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ma conversation avec Anne Vauchet. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le diffuser, à le partager, à réagir. C'est grâce à ça qu'on continue à en réaliser. Bonne écoute. Eh bien écoutez, bonjour Maître Anne Vauchet, je suis ravi de vous recevoir aujourd'hui dans nos locaux puisque vous m'avez été recommandé par quelqu'un que j'apprécie énormément, Mathieu de la Vittoria, qui est déjà passé sur ce podcast. Merci beaucoup d'être présente, Anne Vauchet. C'est moi qui vous remercie, Valentin. Alors, vous êtes associé au sein du cabinet ABSV ou ASBV. ASBV, je suis désolé, je suis vraiment très très mauvais. Et avant ça, vous avez eu un parcours intéressant. On va commencer par là et après on parlera de votre cabinet actuel. Maître, est-ce que vous pourriez me dire qui vous étiez avant de devenir avocat ? Avant de devenir avocate, j'ai toujours souhaité le devenir, donc depuis mon plus jeune âge, donc ça c'est la première chose. Ensuite, j'étais une étudiante assez curieuse qui a souhaité suivre son droit assez normalement, donc je me suis plutôt spécialisée dans tout ce qui était droit international privé ou droit international économique. Donc j'ai suivi 2 DEA au sein de la fac de Paris 1 et de Paris 2. Et puis après, je suis devenue avocate en entrant d'abord chez Pricewaterhouse. Donc vous avez commencé chez les Big ? J'ai commencé chez les Big et j'ai fait une très grande partie de ma carrière chez les Big. Donc chez Pricewaterhouse, c'était en 1989 et c'était plutôt un petit cabinet. C'était pas du tout grand, on était peut-être une trentaine, j'imagine, au moment où ça a débuté. C'était l'ancien cabinet Moisin. Et là, j'ai fait mes premières armes, donc mon apprentissage en matière de fiscalité des personnes. En fait, j'avais un peu choisi la matière qui m'intéressait, c'était le droit international privé, donc l'état des personnes, et je n'ai pas trouvé exactement un cabinet qui m'offrait cette opportunité de pouvoir travailler dans ce domaine. Donc je suis allé chercher ce qu'il y avait de plus proche selon moi, et c'était la fiscalité internationale des personnes, donc la mobilité internationale. Et chez Pricewaterhouse qui proposait cette option. Et concrètement, qu'est-ce qu'on fait quand on travaille sur la mobilité internationale des personnes ? Quand on est jeune, on fait beaucoup d'apprentissage qui consiste d'abord beaucoup dans la préparation des déclarations pour tous les salariés impatriés ou expatriés, c'est-à-dire les salariés qui sont envoyés depuis les entreprises françaises vers l'extérieur, vers l'étranger, et puis les étrangers qui viennent travailler en France pour des sociétés américaines, anglaises ou autres étrangères. Et donc là, on va s'occuper de leur système fiscal, donc de leur expliquer la fiscalité française, de leur expliquer les systèmes qui vont faire qu'ils vont être égalisés fiscalement, c'est-à-dire que l'entreprise va essayer de réduire, de neutraliser l'augmentation fiscale liée à leur transfert, donc en payant une partie. Donc il faut expliquer tous les systèmes d'impôt théorique et tous ces éléments-là. Donc au début, on commence par une phase d'apprentissage, mais l'avantage de cette matière, c'est qu'on va très très vite rencontrer les clients. Donc dès les 6 premiers mois, on peut être en contact avec un client. Ça ne veut pas dire que l'on va donner des conseils ou répondre à toutes ces questions, mais ça veut dire qu'au moins on va pouvoir collecter les informations qui le concernent, collecter les informations concernant son revenu, son travail, son patrimoine, et déjà ça vous fait un contact client très rapidement. Bien sûr, c'est en anglais. Toujours, mais voilà, donc c'est une situation, c'est un apprentissage assez agréable en fait. La mobilité internationale, c'est bien parce qu'on est tout de suite efficace et on est tout de suite avec les clients.
Très clair. Donc vous rentrez chez Price en 89. Vous y restez combien de temps? En fait, j'ai des cycles d'à peu près 5 ans, je ne sais pas pourquoi. Donc j'y suis resté à peu près 5 ans et je suis parti ensuite chez Deloitte, où ils ouvraient un département justement de mobilité internationale et de fiscalité personnelle internationale. Il y avait 2 personnes qui étaient là-bas et on m'a demandé de les rejoindre. C'était deux anglo-saxons, une femme américaine et un garçon irlandais. Et j'ai travaillé avec eux pour développer ce département. Donc là, ça devient un peu plus large puisqu'on va s'occuper de procédures de transfert pour les sociétés qui vont créer une filiale dans un autre pays, par exemple. Et puis là, j'ai développé ce qui avait plus très haut management. Parce que dans la première partie, j'étais plutôt junior. Et là, je commençais à devenir... je devenais manager. Et donc, je devais encadrer ces équipes et m'occuper d'elles. Et c'était un plaisir. J'aime beaucoup travailler avec les gens et former les plus jeunes. Et pourquoi on passe d'un cabinet comme Price à un cabinet comme Deloitte? Parce que dans l'esprit des gens qui sont extérieurs au Big, on pourrait envisager qu'un Big en égale un autre. Est-ce que vous avez justement une analyse différente, parce que vous y étiez concrètement, par rapport à ce que je viens de dire? C'est vraiment ce que je viens de dire en fait. Dans la première partie, on est plutôt dans un apprentissage et Pricewaterhouse, c'était plus mature en matière de mobilité internationale, de transfert, ce qui est très très... alors que Deloitte ne l'était pas encore. Deloitte France n'avait pas encore développé cette matière-là. Donc c'est la raison pour laquelle on est venu me chercher chez Price pour pouvoir développer ce département. Et moi, ça me faisait plaisir parce que c'était au moment où j'étais à l'âge de créer quelque chose et de faire développer quelque chose et d'apporter quelque chose au cabinet. Deloitte avait été tout à fait charmant sur ce point. Ils m'ont donné carte blanche pour pouvoir faire ce département avec donc mes autres associés. Mais c'était tout à fait bien. Et vous devenez associé directement? Non, là j'étais manager. Manager, ok. Et très il n'y avait pas d'associé pour cette matière-là, donc il fallait travailler avec les autres associés qui étaient en corporate et tout, donc c'était assez amusant de leur expliquer la fiscalité des personnes où ma vue, il fallait que je l'explique avant de pouvoir faire quelque chose. Et du coup, donc en plus du titre de manager, vous aviez aussi l'obligation, en tout cas le devoir, de développer une clientèle sur secteur, étant donné que le département n'existait pas. Oui, mais ce qui est très important de voir, c'est que le domaine dans les Big Four, dans le domaine de la mobilité internationale, qu'on peut appeler, il y a toujours un nom différent, ça peut être Global Employment Services ou Human Capital chez Arthur. À chaque fois, il y a un nom comme ça. Ce sont des domaines de compétences qui ne sont pas tellement territoriales, c'est pas tellement français, c'est transversal à travers le monde. Si bien que mes collègues n'étaient pas spécialement... Enfin, mes collègues sont les gens qui sont dans le cabinet d'avocats en France, mais c'est surtout les autres, dans les autres pays, avec qui on va travailler le plus. Donc, on va travailler avec toutes les équipes, en Grande-Bretagne, aux États-Unis ou en Italie, en fonction de où une société a décidé d'implanter, par exemple, sa filiale, et donc de transférer un certain nombre de personnes. Eh bien, on va travailler avec les équipes italiennes ou avec les équipes... et fréquemment, ce sont plus avec l'étranger que l'on travaille. On a plus de collègues étrangers que de collègues en France quasiment. Très clair. Et donc, au sein du cabinet Deloitte, déjà, est-ce que c'est un succès, votre arrivée au sein du cabinet? Oui, ça s'est très bien passé. C'était très agréable. C'était très, très bien. Et puis, non, j'ai passé 5 ans. Le cycle Mon cycle, tout allait bien. J'avais des très bons... Dominique Lartigue était le patron du cabinet. C'était tout à fait agréable. Et puis après, je suis parti pour Arthur Andersen, qui avait décidé de développer là aussi le département dans lequel il y avait cette mobilité internationale. Et il y avait déjà des personnes qui travaillaient. Il y avait un directeur un associé pour ce département qui était Eduardo Martino, qui était vraiment remarquable, qui lui m'a enseigné tout ce qui avait trait à la retraite. À chaque fois, on ajoute dans son domaine de compétences une spécialité que vous apporte une autre personne. Donc lui m'a apporté toutes les retraites internationales, tous les systèmes de rémunération. Donc c'était tout à fait agréable. Voilà, donc chez Arthur, je suis devenu associé. Donc je me rappelle plus à quelle date. Je suis redevenu associé à ce moment-là. On a aussi, là encore, développé le département de façon considérable. Et puis, hélas, s'est produit quelque chose d'assez terrible pour Arthur, c'est-à-dire qu'il y a eu l'affaire Enron.
Et cela a cassé considérablement tout ce qui avançait. Enfin, je me suis rendu compte que rien n'était immuable, en fait. Même le cabinet dans lequel qui se croyait être le plus solide, qui était le plus solide à l'époque et qui était sans doute celui qui fonctionnait le mieux, s'est d'un seul coup écroulé et on s'est trouvé dans une situation où il fallait trouver une autre solution. C'est intéressant que je puisse discuter avec vous parce que je ne saviez pas que vous étiez passé par Arthur. J'ai rencontré beaucoup d'avocats qui sont partis par Arthur Andersen, mais qui étaient collaborateurs au moment où ça s'est passé. Concrètement, comment ça se passe quand vous apprenez Enron quels sont les mouvements qu'ils réalisent en interne? Quels sont les bruits que vous entendez en interne? Et qu'est-ce que vous perdez, en plus, bien sûr, du cabinet? Ce que j'ai trouvé la première chose que je vous dirais, c'est qu'il y a eu une souffrance qui était assez grande de la part de tous les collaborateurs et des associés, qui était bien sûr due au fait que se cassait ce merveilleux cabinet, cette merveilleuse société. Mais je pense que l'élément qui était quand même assez positif pour nous, c'était de se dire, mon Dieu, dans quelle société on a de la chance d'être, particulièrement en France, c'est-à-dire que le système social de la France est tel que nous n'avions pas une inquiétude dramatique par rapport à ce que nous entendions sans cesse au téléphone de nos collègues et confrères américains. Et là, on voyait qu'eux allaient perdre leur fortune, puisqu'ils avaient engagé leur fortune personnelle pour l'achat, pour pouvoir participer au capital de l'entreprise, s'ils étaient devenus associés. Donc, eux perdaient énormément, et on voyait qu'il y avait des pays qui allaient avoir beaucoup de problèmes, tandis que nous, on pouvait se dire que, bon, c'était attristant, mais peut-être pas aussi dramatique. En fait, je pense que tout le monde a retrouvé un emploi. Je pense que dans un temps excessivement limité, nous avons tous réussi à retomber sur nos pieds. Donc, y compris les associés américains. Donc ça, c'était vraiment une grande force. J'ai beaucoup admiré cela. Et il reste un réseau aujourd'hui, mais je suis assez admiratif et assez fasciné. 20 ans après, tout le monde fait encore partie des réseaux Arthur, parle encore d'Arthur comme étant vraiment un drame. Disons que effectivement, vous travaillez tranquillement et d'un seul coup tout s'échoue parce que quelqu'un a broyé du papier ou que ça fait quand même un drôle d'effet. Moi, je ne fais pas partie d'associations je ne vis pas dans la nostalgie et je ne fais pas partie des anciens d'un quelconque cabinet, mais c'est mon choix. Et donc en 2001 ou 2002, quand l'affaire Enron arrive, vous partez d'Arthur Andersen nécessairement. Et non, c'est pas tout à fait comme ça. C'est-à-dire que c'est plus compliqué. En France, le choix des associés a été de s'associer avec EY. Et donc de partir pour EY. Moi, je faisais partie d'un département qui, comme je vous l'ai dit, est transversal. Et ne travaille pratiquement à 90% ou 99% de son temps avec l'étranger. Or, les États-Unis, Arthur États-Unis partait pour Deloitte. Arthur, dans mon domaine, Arthur UK partait pour Deloitte. Donc, j'allais aller dans une société, EY, qui n'allait pas avoir les clients pour recevoir la très grosse équipe que nous formions chez Arthur Andersen. Donc, il a fallu trouver une solution, et cette solution, en fait, on l'a reçue de nos anciens collègues d'Arthur qui... on dit, en France, Deloitte ne peut pas rester avec l'équipe qui existe aujourd'hui. Il lui faut l'équipe ancienne de chez Arthur pour pouvoir rejoindre Deloitte France, pour pouvoir continuer de travailler sur les clients anciennement Arthur. Vous me suivez? C'est un peu compliqué. Tout à fait. Non, c'est très clair. Voilà. Et donc, c'est ainsi qu'ils nous ont demandé de bien vouloir rejoindre. Et une partie de l'équipe a rejoint EY, une partie de l'équipe a rejoint Deloitte. Et donc là, vous rejoignez Deloitte, et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, Deloitte subit les conséquences de l'affaire Enron, comme tous les Big Four, et décide et dit que la loi de sécurité financière fait que C'est Sarbanes-Oxley, c'est ça, aux États-Unis ? Alors, Sarbanes-Oxley aux États-Unis, loi de sécurité financière en France, et qui dit que le conseil ne peut plus être aussi proche de l'audit.
Donc on ne peut pas auditer un grand groupe tout en étant le conseil de ce grand groupe, et on ne peut pas avoir non plus des transferts entre les clients et les contrôleurs, quoi, ce que sont les auditeurs. Dès lors, le patron de Deloitte de cette époque décide de séparer le domaine du conseil et le domaine de l'audit. Le domaine du conseil, ça consiste en deux choses. Le conseil en management, comme ce que vous faites avec brio, tout ce qui est le conseil pour les entreprises et pour les cabinets d'avocats et pour toute forme sociétale. Et puis, il y a le conseil juridique et fiscal, dans lequel je fais partie. Et là, on décide, nous, de créer notre propre cabinet, de rester bien tous ensemble et de créer TAJ avec, bien sûr, cette décision. Et alors, pourquoi Deloitte fait le choix de changer de marque par rapport au conseil juridique, alors que des cabinets comme Price ont choisi de créer PwC, société d'avocats, EY crée EY, société d'avocats. Pourquoi à ce moment-là vous faites le choix de vraiment démarquer même les noms de marques ? Alors, je crois que nous avons été les premiers. Et donc, il y a eu deux temps dans la loi de sécurité financière. Il y a eu une première où il disait qu'on fallait absolument cloisonner et séparer. C'est à ce moment-là que nous sommes partis. Nous avons créé une structure totalement indépendante. J'ai eu le plaisir de la diriger pendant... Vous allez nous en parler. Et le choix a été de faire quelque chose de très indépendant. Puis, quelques années plus tard, il y a la loi, ou je ne sais plus si on peut dire la loi, mais la réglementation a consisté à dire si vous travaillez sur les mêmes clients, il n'y a pas d'indépendance. Donc, quand on avait bien créé un cabinet bien indépendant, à partir du moment où on travaillait encore sur le même client avec les auditeurs qui étaient nos anciens amis, on considérait que l'indépendance n'était pas totale. C'est à peu près à ce moment-là que les autres ont fait leur indépendance. Donc, ils n'ont pas eu besoin, eux, de marquer effectivement une rupture totale, puisqu'ils disaient « nous allons travailler dans le même réseau ». Donc, il y avait bien un réseau de fiscalistes et de juristes, un réseau d'avocats, un réseau d'audit, mais comme ils étaient proches, la législation et la réglementation considéraient qu'ils n'étaient pas à 100% indépendants. Donc c'est pour ça qu'eux, je pense, n'ont pas eu besoin d'afficher une totale rupture. Et alors, nous avons fait. TAJ, ça veut dire quoi ? Alors TAJ, c'est beaucoup de... L'idée, quand on a choisi ça, ça avait été choisi par le département de la communication et par des salariés qui avaient choisi ça par un panel. Ils avaient choisi un peu ça comme le Taj Mahal, comme le rêve. Et on s'est aperçu que les clients souhaitaient que ça ait une signification. Et c'était donc taxes et affaires juridiques. Très clair. Donc là, finalement, vous prenez la tête de TAJ. Votre activité, elle change du tout au tout. Parce que avant vous étiez avocate associée, donc en charge de développer le département qui était le vôtre chez Arthur Andersen. Là, vous devenez vraiment, en plus de votre activité d'avocate, une dirigeante d'entreprise au sens propre du terme. Concrètement, comment vous faites ? Alors, il faut savoir que déjà dans mon département, j'étais donc le lead partner du département de Global Employment Services, mais j'étais déjà entouré par une équipe qui était absolument formidable, qui est toujours formidable d'ailleurs, des gens vraiment extraordinaires. Et il y avait par exemple mon associé qui est actuellement ma co-associée dans mon nouveau cabinet, donc elle était déjà là. Et donc j'ai travaillé avec des personnes qui m'ont considérablement aidé sur tout ce qui avait trait à la gestion du département. Et vraiment, des personnes comme Nadia, Sabine ont travaillé énormément à ce sujet-là et ont pu guider les équipes pour qu'elles puissent continuer de travailler tout à fait bien et formidablement. Pour diriger l'entreprise, j'étais entouré d'un conseil d'administration qui était vraiment tout à fait remarquable, et de surcroît, un des administrateurs qui s'appelle Gérald Fougera m'a toujours expliqué comment faire pour me donner les conseils pour que je puisse continuer de présider cette société. Donc voilà, j'ai été bien entouré. Très clair. Et vous êtes fier de quoi dans le projet que vous avez eu chez TAJ, dans la direction de TAJ? Quels étaient les grands projets que vous vouliez absolument mener? Je suis fier de la réussite de cette société. Elle a vraiment
Ça a été vraiment une très grande réussite, une libération pour les associés, je pense qu'un épanouissement considérable dans la société. Mais il faut vous dire qu'après que je suis parti de chez Tage, ils ont réintégré Deloitte. Donc je ne peux pas dire que ce soit une réussite éternelle, puisque il y a eu dès mon départ une réintégration au sein de Deloitte. Mais moi, j'étais très très fier. J'ai trouvé que c'était vraiment emballant, formidable. Et lorsque vous étiez donc présidente du conseil d'administration de Tage comptait combien d'effectifs à l'intérieur de cette société ? Je pense que nous étions 400 personnes, 400 salariés au sein de Tage. Oui. Répartis entre combien de bureaux ? On devait avoir 5 bureaux. 5 bureaux, donc Paris qui était le plus gros, on avait Lyon, on avait Bordeaux. Non, Marseille, oui, Marseille. Et après il y a eu Bordeaux, il y a eu Tours, il y avait peut-être plus par moment. Non, pas de soucis, j'essaye de... Mais les grands étaient effectivement Paris, Lyon, Marseille. Paris, Lyon, Marseille, très clair. Donc là, vous restez combien de temps au sein de ce cabinet ? Mais là, j'ai fait un cycle de peut-être 2 fois. Vous avez fait 2 cycles. Voilà, je crois que j'ai dû rester aux alentours de 10 ans. Oui, de 10 ans. Et alors là, vous décidez de partir. Alors là, c'est un petit peu différent. C'est-à-dire que j'ai fini à la présidence en 2012. J'ai eu... juste avant cela, je suis rentré au Conseil de l'Ordre des Hauts-de-Seine. Et en 2012, j'ai eu le plaisir de rentrer au Conseil national des barreaux. Donc j'ai été élu avec l'association ACE. Qu'on adore. Voilà, je crois que vous l'aimez bien. Ouais. Donc avocat conseiller d'entreprise. Grâce à ça, j'ai pu rentrer au Conseil national des barreaux parallèlement. Donc ça, c'est toute la vie un petit peu professionnelle, d'institution professionnelle. Et j'ai arrêté d'être présidente du cabinet Tage, donc j'ai été remplacée. J'étais arrivée à la fin du maximum des mandats prévus dans le règlement, et ça allait très très bien. Hein. Voilà. Et je suis restée, je suis restée à un moment. Et puis la situation, je pense que la façon dont les Big Four ont souhaité servir leurs clients n'est plus devenue tout à fait la volonté que je voulais avoir, de servir mes propres clients. Vous pourriez un peu nous l'expliquer concrètement ? Oui, tout à fait. Donc, je pense que les grands cabinets d'audit, les grands cabinets, même pour le conseil juridique et fiscal, ont décidé un petit peu de changer un petit peu la donne et de dire qu'ils n'allaient pas répondre. Enfin, leur premier élément n'était pas de répondre à une demande d'un client, mais plutôt d'offrir un service ou un produit qui correspond à la demande du client. Donc, ça consiste à aller chercher, à essayer de comprendre, de devancer la demande de la clientèle et d'élaborer, avant même que cette clientèle ait forcément compris ce qu'elle désirait, d'élaborer le produit ou le service qui va correspondre à son besoin. Donc où il faut un petit peu faire de la prospective pour devancer un peu les choses, pour avoir le temps de pouvoir préparer le service et le présenter sous la forme d'un produit. Donc l'élaboration de tout ça a été absolument passionnante. C'était vraiment tout à fait agréable. Donc on a beaucoup travaillé sur ces sujets-là. Mais au bout d'un certain temps, on s'aperçoit que si on produit quelque chose qui est du prêt-à-porter, il faut aussi pouvoir offrir de la haute couture pour rester un petit peu toujours dans l'innovation ou dans ces choses-là. Or, le choix des Big Four a été beaucoup de faire, au contraire, une sorte de production qui n'allait pas forcément vers un département haute couture. Si bien qu'on n'avait plus vraiment quelque chose qui vous menait vers une innovation qui pourtant a un besoin absolu. Donc j'ai trouvé qu'on contraignait un petit peu nos clients à choisir le produit qu'on leur offrait. Et c'était plus le client en qualité de personne qui était écouté, c'était une masse de clients économiques sur lesquels on essayait de devancer leurs propres demandes. Je ne sais pas si c'est très très clair, mais c'est une volonté de faire un marché à forte production avec des propositions qui ne sont plus
bien qu'on emploie tout le temps le terme customized, tout est fait, designé pour vous et tout. Pour de vrai, le client n'est plus en lui-même le roi. Non, je crois que c'était assez clair. En réalité, l'expression qui, à mon avis, le résume le plus, c'est celle que vous avez utilisée au départ. C'était faire du prêt-à-porter. Donc, on va sortir un t-shirt blanc, on va le laisser en plusieurs tailles, S, M, XL, XS, etc. Et le client pourra l'acheter s'il le souhaite. Contrairement à la haute couture, où on vient prendre vos mesures, on vient comprendre concrètement ce que vous voulez pour pouvoir le réaliser. Mais je comprends parfaitement. C'est d'ailleurs qu'est la différence aujourd'hui entre les bigs et les lawyers, c'est que les lawyers, quasiment aucun lawyer ne fonctionne comme ça aujourd'hui. Oui, mais les lawyers devraient fonctionner un peu plus comme ça aujourd'hui. On est c'est là où il y a un juste milieu et qu'il faut trouver. Il y a vraiment. On est tout à fait d'accord. Donc là, vous décidez finalement que le modèle qui est proposé par les bigs, et en tout cas les choix stratégiques J'ai qui ont trouvé été ça faits, fantastique de la mise en place, l'idée. Je regrette certains éléments, mais qui sont dus à ces législations de la loi de sécurité financière ou à la responsabilité des avocats dont on pourra parler, ou les responsabilités financières. On a segmenté la totalité des produits offerts ou des services prodigués par les Big Four et c'est pareil dans les systèmes bancaires, dans les banques, on segmente pour que les gens n'aient plus connaissance exactement de tout, qu'ils ne soient plus responsables de tout parce que tout le monde refuse un peu sa responsabilité, ce qui est vraiment un élément qui est négatif dans le bon conseil que l'on peut donner à un client, le conseil approprié. Il faut que l'avocat prenne sa responsabilité. Et qui se mouille un peu. Et qui se mouille. Il n'y a pas de doute. Donc, on peut segmenter autant qu'on veut, on peut retirer la responsabilité de tous les conseils, de tout ce que l'on offre. Ce n'est pas bon, parce qu'il faut avoir le courage de l'opinion qu'on présente. Je suis assez d'accord. Donc là, vous décidez que finalement, c'est plus la façon dont vous avez envie d'exercer. Vous avez envie de venir ou de revenir sur du sur-mesure. Et là, qu'est-ce que vous décidez de faire ? Alors, on décide d'ouvrir un cabinet dont on n'a bien sûr rien préparé puisqu'on travaillait très, 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 très fortement à ce moment-là. Et on a décidé qu'il fallait qu'on crée un cabinet qui correspondait à ce dont on croyait que les clients avaient envie et particulièrement que nous, on avait aussi envie de retourner vers une technique, vers un échange, vers quelque chose qui est un travail commun avec le client. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'ouvrir la porte, que le client s'assoie et vous pose une question. Généralement, sa question n'est pas la bonne. Mais c'est seulement après avoir échangé longuement que l'on peut dire « Ah, mais ce que vous voulez, c'est plutôt de cette façon-là qu'on pourrait le présenter. » Donc, c'est évoluer ensemble. C'est pas quelque chose de vain ou des mots placés comme ça. On travaille continuellement avec les équipes des sociétés. Il faut toujours arriver à ce qu'ils vous considèrent comme étant une personne à qui ils peuvent tout dire. Et ils disent tout. Et on va se mettre à travailler sur la totalité des informations qu'ils vont nous donner pour qu'on puisse trouver des solutions qui correspondent à ce qu'ils souhaitent. Après avoir entendu ce que les autres départements de leur société souhaitent, après avoir compris quelle est la structure, comment ça se présente, on va pouvoir donner des solutions qui sont plus générales, plus globales, et qui vont pouvoir contenter la totalité des départements et des hiérarchies des personnes dans la société. Et alors là, vous décidez de partir de Tage pour créer votre structure avec Sabine. Mais concrètement, est-ce que vous n'avez pas peur qu'aucun client ne vous suive, puisque vous avez toute votre vie travaillé depuis 89 dans des très gros cabinets d'avocats, et là vous décidez de vous installer, si vous me passez l'expression, en boutique. Il n'y a pas une peur de votre côté ? Alors, la peur n'est pas dans la clientèle. On n'a pas demandé à la clientèle de nous suivre. Ça, c'est la première chose. Et on n'a pas souhaité, puisque ce n'était pas le même service que l'on allait offrir. On a présenté un petit peu ce qui était le plus inquiétant, c'était le réseau. Donc, nous ne résidons dans notre matière que sur des informations justes données par d'autres avocats dans d'autres pays du monde.
À partir du moment où on n'est plus dans un réseau, le réseau Deloitte, Arthur, Price, à partir du moment où on n'est plus dans ces réseaux-là, on n'a plus le confrère qui peut nous aider et qui est sûr d'être à un niveau de qualité contrôlé, quoi. Donc c'était ça la grande peur. Et en fait, à partir du moment où on s'est installé, on a reçu des messages d'autres confrères qui s'étaient à leur tour installés dans d'autres pays, et quasiment instantanément, ils nous ont retrouvés et le réseau s'est fait très très vite. Donc on a un réseau un peu informel d'anciens de Big Four. Là, je vais dîner avec quelqu'un de mon premier temps chez Deloitte. Vous voyez et c'est assez incroyable. Les gens vous repèrent en disant « Ah, ça y est, tu t'es installé. Eh bien voilà, je suis à tel endroit et tout. » Et donc on peut travailler, on a refait un réseau. Pour le client, non, c'est arrivé assez vite. On avait quand même, Sabine Binisti et moi-même, en toute modestie, un nom. Donc les gens n'ont pas peur de venir nous voir, ils savent qu'il y a derrière la qualité et un souci de défense du client très important. Donc s'il y a un problème pour eux, on les défendra jusqu'au bout. Et vous étiez mis des objectifs au départ en vous disant, voilà, nous allons nous installer, nous voulons faire sur la première année 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Ou nous souhaitons créer un cabinet d'avocats qui fasse au bout de 3 ans 25 personnes. Est-ce que vous aviez des projets comme ça avec lesquels vous aviez échangé ? On a fait un projet qui était de dire nous ne voulons jamais devenir gros. Très clair. Voilà. Donc c'était vraiment l'élément numéro 1. Et d'autre part, on pense qu'il était possible de faire un très bon cabinet d'avocats avec d'autres très bons cabinets d'avocats, sans pour autant qu'on dû se faire une structure commune. Donc c'est l'inverse de ce que j'avais étudié en fait quand j'étais au Conseil national des barreaux, puisque j'étais devenue la présidente de la commission statut professionnel de l'avocat, et c'était au moment où arrivaient les questions de la loi Macron, qui justement demandait le regroupement des avocats en une seule et même structure, donc essayer de faire même de toutes les professions du droit, et que j'ai prôné l'interprofessionnalité, j'ai beaucoup travaillé dessus, et c'était très très intéressant. Mais nous on fait effectivement de l'interprofessionnalité, mais sans avoir une structure commune. Et alors comment vous avez créé ce réseau, avec qui vous travaillez ? Peut-être que si on est jeune avocat sur le marché, c'est plus compliqué, hein, c'est ça ce que je veux dire, mais moi j'avais quand même un certain âge. Et alors du coup, qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil aux avocats un petit peu moins expérimentés que vous pour justement réussir à créer ce réseau ? Quand je discutais avec François Kopf et Arthur de Thomas, eux ils m'expliquaient que lorsqu'ils avaient voulu s'installer pour créer leur cabinet avant que l'un rejoigne Hogan et l'autre Darrois, et ils avaient fait ce qu'ils avaient appelé la tournée des popotes pour François, et Arthur disait tu mets ton slip et ton couteau et tu vas dans Paris pour essayer de trouver des gens qui seront capables de te filer des dossiers. C'est quoi votre conseil pour finalement se rapprocher d'avocats et justement créer un réseau ? Mon conseil, c'est d'abord incontestablement de faire partie d'une association professionnelle, hein. Donc, dans mon domaine, c'est ACE, donc avocat conseil d'entreprise, qui va regrouper plutôt les avocats d'affaires, les avocats fiscalistes. Donc, il faut vraiment être au sein de ces associations. Aujourd'hui, c'est Emmanuel Raskin qui le dirige. Avant, il y avait William Feugère. Voilà, et donc et Delphine Galin, et ce sont des gens qui vont conduire en fait, et c'est l'association qui va conduire. J'ai été la première fois très très étonné quand je suis allé à une de ces conventions. C'était le partage qu'il y avait. Je sais pas si vous êtes déjà allé dans les conventions de la CE. Pas encore, on y va cette année. Mais allez-y, parce que c'est vraiment remarquable vous avez un domaine qui est actuellement très recherché, et ben vous devez l'exposer à vos confrères. Et c'est vraiment, vous donnez tout. Vous donnez tout pour que le partage soit complet, pour que les gens comprennent. Pour que ça puisse avancer. Moi, j'ai beaucoup travaillé au CNB sur ce qui était Business and Human Rights. Il fallait l'expliquer en quoi ça intéressait la totalité des avocats et en quoi c'était un domaine dans lequel on devait s'asseoir, on devait se mettre à travailler et de façon intense. Alors que les Américains l'ont très bien compris, aujourd'hui, les avocats français sont encore en retard dans ce domaine.
Et donc c'est vraiment des choses qui font que c'est là qu'on a le plus grand réseau, c'est là qu'on construit un réseau. Il y a aussi bien sûr ne jamais quitter ces amis qu'on rencontre tout au long de notre vie dans les cabinets. Les professionnels évoluent, les choses évoluent. Certains vont quitter la profession, vont aller s'installer dans des sociétés, et il faut donc les suivre toujours pour pouvoir toujours prendre contact. Je n'ai pas connu de difficulté à avoir un réseau, donc j'ai même pas eu besoin de mettre ma culotte et mon couteau. C'était pas quelque chose pour lequel j'ai souffert. Très clair. Aujourd'hui, au sein du cabinet, est-ce que vous êtes encore exclusivement dédié à la matière que vous aviez au préalable ? Donc, les deux noms que vous avez cités tout à l'heure, Capital Resources, non ? C'est Human Capital. Human Capital. C'est très intéressant, en fait, de changer, peut-être... j'ai énormément travaillé pour les Big Four, j'ai pris beaucoup de plaisir, j'ai toujours aimé mes équipes, vraiment, je les ai toujours chéries, j'aime beaucoup la transmission de savoir avec les jeunes, j'ai beaucoup aimé les échanges qu'ils nous ont apportés, qu'ils ont pu m'apporter. Donc tous ces éléments-là sont vraiment très positifs, que l'on trouve vraiment très fortement dans les Big Four. Mais ouvrir son cabinet, c'est aussi autre chose, c'est avoir le droit de tout faire. C'est d'un seul coup une sorte de liberté, et si un sujet vous intéresse passionnément, alors vous avez le droit de vous y adonner, et alors que dans les grands cabinets, on est forcément avec une étiquette de votre domaine de compétences et vous ne pouvez pas en changer. Sinon, vous risquez bien sûr de marcher sur les pieds de quelqu'un d'autre, ou vous risquez de ne pas être au niveau de ce qui était souhaité. Donc là, on a le droit de tout faire. Donc oui, on a considérablement augmenté notre domaine de compétences. On est beaucoup à travailler sur tout ce qui est la rémunération des dirigeants. On est beaucoup aussi dans le coaching. C'est-à-dire que sous l'idée d'une assistance juridique, en fait, on va beaucoup aider les cadres supérieurs ou les dirigeants à comprendre quelles sont les choses qui arrivent dans l'entreprise, quels sont les tourments qu'ils peuvent connaître, ou comment faire pour avoir une évolution plus importante. Et puis d'autre part, on travaille dans un domaine qui est aussi intéressant, c'est les négociations de rémunération ou les embauches. On travaille beaucoup avec les cabinets de recrutement qui vont recruter des dirigeants dans d'autres pays, puisque le candidat, par exemple, peut être sélectionné dans un pays étranger, et il faut le convaincre de venir en France et de venir prendre la tête de la société ou une place importante. Et là, les cabinets de recrutement préfèrent nous appeler en disant « S'il vous plaît, essayez de comprendre la chose qui le retient ou qui au contraire va l'attirer, et puis organiser la rémunération pour qu'elle soit attractive selon ses désirs, le désir de la personne, tout en travaillant bien sûr dans un budget fermé. Et donc on va aménager les choses pour que tout le monde qu'il y ait un contentement total à la fois de l'entreprise et du candidat. Je suis en train de penser à un dirigeant en même temps que vous parlez. Là, il y a Luca Di Meo qui a pris la tête de la direction générale de Renault. Et avant ça, il était chez Fiat en Italie. Ensuite, il est parti chez Volkswagen en Allemagne. Et il est venu chez Renault en France. Et je me dis qu'un avocat comme vous, c'est extrêmement pertinent pour quelqu'un comme lui. Voilà, exactement. Et on les suit. Et on revoit effectivement toutes ces rémunérations et la législation qui s'applique à lui. Maître, vous êtes en fonction depuis 1989, ou plutôt en exercice depuis 1989. Ça fait 43 ans que vous travaillez. C'est quoi vos objectifs pour la suite ? M'amuser. Vous amuser, ouais. Transmettre. Je ne sais pas si la retraite va continuer d'évoluer, parce que je crois que maintenant elle est à 67 dans les objectifs de diverses personnes. Donc on va voir, mais je suis pas tellement pressé non plus de m'arrêter. J'aime bien mon travail, j'aime beaucoup cette profession. Je la trouve très diverse, très protéiforme. Tout le monde peut y trouver sa place, et il faut pas avoir les deux pieds dans la même chaussure, donc il faut bien avancer. Et moi, l'avenir... je le trouve... ce n'est pas quelque chose qui m'effraie, l'avenir. Au contraire, j'ai même envie d'y croquer. Très chouette.
Tout à l'heure, je vous ai posé une question en vous demandant de quoi vous étiez fier ou des projets que vous aviez voulu mettre en place au sein du cabinetage. Je vais prendre le pendant opposé de cette question et vous demander ce que vous regrettez au cours de votre carrière ou un échec qui a été difficile pour vous ou quelque chose que vous auriez aimé faire autrement. Cette question est difficile. Ouais, elle l'est. Je crois que je regretterais rien parce que même ce que je n'ai pas aimé, ben ça m'a construit quoi. Donc non, j'ai pas quelque chose qui me semble dramatique. Parfait. On arrive à la fin de cet entretien. J'ai toujours pour habitude de laisser la minute de mon invité, donc ça va être la minute Anne Vaucher. Je vais beaucoup parler pour vous permettre de réfléchir à ce que vous avez envie de dire. Ça peut être à destination de vos équipes, de votre associé, des cabinets par lesquels vous êtes passé, de vos clients, de l'ACE, de tout et n'importe quoi. Et c'est la minute carte blanche de Anne Vaucher. Bien, dans cette minute, je tiendrai à remercier tout d'abord tous ceux qui m'ont construit et qui ont fait de moi ce que je suis devenu. J'espère au plus haut point pouvoir continuer de cette façon-là. Je crois que je n'ai pas fait de mal à quelqu'un, donc ça c'est plutôt quelque chose que j'apprécie et qui me fait très plaisir. J'ai pas... Non, je suis très satisfaite, ça va bien. Je ne dis pas que je suis... je sais pas trop répondre à cette. Je n'y arriverai pas du tout à vous parler comme ça, vous parler de moi. Ça me. Aucun problème. Mais en tout cas, si tout va bien dans le meilleur des mondes, moi je vous souhaite le meilleur pour la suite. Que votre activité continue comme ça. Vous aussi, et que Valentin, je continue vraiment à entendre parler de vous en bien comme j'entends parler de vous. Ah, merci. Belle journée, au revoir. Belle journée, au revoir. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour découvrir tous les contenus qu'Anomia propose, vous pouvez vous rendre sur www.anomia.fr. Vous y trouverez des vidéos, des podcasts, des articles et également nos propositions de formation et d'accompagnement dédiées aux avocats, dédiées au business des avocats. Je vous souhaite une excellente journée et n'hésitez surtout pas à nous contacter. À bientôt.